Et salut à tous. Ça fait un petit moment, on a beaucoup de choses à voir ensemble, alors on commence tout de suite avec les événements. Il y a deux principes que j'aimerais aborder avec vous. Le premier qui s'appelle le Event Handling et le second qu'on verra dans une autre vidéo. Je suis ici sur la documentation, donc sur vue.js.org. On va se rendre dans la partie Docs et Guide. Et là, on descend un petit peu et on voit Event Handling. Partons du principe que nous voulions écouter un événement click. On nous explique que on a deux façons de l'écrire en Vue.js. Le von, qui est présent depuis la version 1, il me semble, et le arrobase, en faisant un v-on deux points et l'événement qu'on souhaite écouter. Puis le handler. Le handler, c'est simplement une fonction. Donc là, comprendre que on va affecter une fonction à l'événement click. Et là, on voit que il fait directement un count++ dans le handler. Donc c'est ce qu'on appelle le inline handler. Donc simplement une affectation directement. On aurait pu partir du principe qu'on ait plusieurs buttons pour affecter directement une valeur. Un button qui mette la valeur 30, un button qui mette la valeur 20, et au clic, directement sur le premier on met 20, etc. etc. À utiliser avec parcimonie parce qu'on a tendance à aller chercher dans les méthodes directement. Surtout quand on structure son code, on va plutôt avoir tendance à aller regarder dans les méthodes. Regarder un petit peu ce qui se passe dans les méthodes, quelle méthode est appelée, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Là, je trouve ça un petit peu traite, ça c'est mon avis, de changer les valeurs directement en inline comme ça. Après, ça peut être très utile, c'est-à-dire que si vous avez un composant qui ne fait que ça, dire que count est égal à 22, bon, c'est assez compréhensible. Mais quand vous avez un composant qui commence à être un petit peu plus surchargé que ça peut valoir le coup de passer dans une méthode. Et ensuite, nous avons le method handler. On regarde un petit peu la template, on nous dit que au clic, appelle-moi la fonction greet. La fonction greet est définie dans les methods, et là on voit qu'elle prend en paramètre un événement. Donc cet événement-là, il vient pas de n'importe où, c'est bien Vue.js qui nous le transmet, mais effectivement, faire un arrobas click ici revient exactement à faire un add event listener click qu'on aurait fait en JavaScript. Alors je crois que c'est défini un petit peu plus haut. Alors autant pour moi, on parle de onClick plutôt, ce fameux onClick qu'on mettait sur l'élément directement HTML. Mais afin qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, je vais vous montrer rapidement à quoi ça peut ressembler. Donc je suis ici sur du JavaScript. Donc je vais faire un document.getElementById. Je vais récupérer l'élément qui a l'ID test et je vais le stocker dans une variable. Donc const test est égal à ceci. Ensuite, je vais lui dire que test.addEventListener et je vais pouvoir lui dire ben, dans ce cas-là, tu vas pouvoir écouter, ben, regardez, et là on voit l'autocomplétion de tous les événements qui sont capables d'être écoutés par le JavaScript. Donc nous ce qu'on veut c'est le click, donc ça se met comme ça, et ensuite on va lui dire, on a une fonction. Donc ici, hop c'est parti, on a une fonction qui prend en paramètre l'événement, ou E, et hop, et on va faire un certain traitement à l'intérieur. Donc c'est exactement ce qui se passe ici. Lorsqu'on greffe un click, donc v-on-click ou @click, c'est exactement ce qui se passe. Sauf que ici, c'est vraiment un... Alors là, ils appellent ça un shortcut pour celui-ci, mais je pense que ça aussi, c'est un shortcut directement pour du JavaScript. On n'a pas eu à faire le je récupère mon élément, je lui greffe un événement sur le click, et je fais mon traitement à l'intérieur. Nous, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dire bah, directement mon élément au click, hop, hop, on va redescendre ici, on va lui greffer un greet, donc cette fonction-là. Et on peut l'appeler comme on veut. Donc là, je vous parlais d'événements, et je vous disais qu'on récupère un événement. Donc c'est exactement la même chose que ici. Ici, je devrais avoir l'autocomplétion, on va me dire event.target.value par exemple. On pourrait récupérer la valeur. Ou tag name. Eh bien, c'est la même chose ici. Donc on récupère un événement, cet événement, on peut en faire ce qu'on veut. Donc event.target.tagname par exemple. Donc en descendant un petit peu plus bas, on va nous donner un autre exemple. On va nous dire que on va pouvoir lui passer des paramètres. Donc effectivement, ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est que sur notre composant, et on va aller en créer un, donc je vais fermer ça, on n'en a pas besoin. Donc c'est un projet Vue 3 fraîchement créé.
Il n'y a rien d'affolant là-dedans. Et on va se rendre sur notre app. Donc dans notre app, on va pouvoir lui mettre un button. Donc on va faire la même chose que ici. Test button. Ensuite, on va lui dire au clic, et au passage, on voit que j'ai de l'autocomplétion. Ça, c'est dû au fait que j'ai installé une petite extension qui est pas loin. Elle est là. Vue de snippet. Alors, j'ai pas vérifié s'il y avait du Vue 3 qui était disponible. Si c'est disponible. Alors c'est disponible effectivement, on a bien vu Language Feature Vue 3. Étant donné que j'utilise en majorité l'Option API, c'est d'ailleurs un des sujets d'une des prochaines vidéos, le Vue, hop, le Vue 2 et Vecture me suffisent largement. Je vous conseille de les installer afin d'avoir de l'autocomplétion et que ça puisse être plus simple pour vous de récupérer des événements et d'autres méthodes. Donc on est reparti, on repart sur un clic et on va lui dire ma méthode. Donc je grossis le trait, hein, je veux absolument qu'on puisse suivre et comprendre exactement de quoi je parle. Et là on est reparti sur l'autocomplétion, je veux faire les méthodes. Et ici j'ai la possibilité de faire un contrôle espace et de dire je veux que tu m'écrives méthode. Bon, c'est pas grand chose, mais ça fait toujours plaisir. Donc là on va y greffer notre méthode, donc ma méthode, et on est parti. On a vu au détour de la documentation que on avait un event qui était récupéré. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, log-moi l'event. Le truc, c'est que ce qu'on veut faire, et c'est comme sur la documentation, lui passer un paramètre. Donc on va aller là-dessus. On va lui dire que on va lui passer ce paramètre-là qui va être coucou. Je valide. Je vais ouvrir mon terminal et je vais directement lancer npm run serve, un serveur de développement. On y est. Donc on va partir sur notre localhost 8080 et on a bien notre test button. Afin de faire un petit peu de place et de se permettre de pouvoir y voir plus clair, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tout ce qui était là en lui disant bye bye. On revient, on a bien notre test button. J'ouvre la console et on y est. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'au clic, on déclenche la méthode, ma méthode, qui fait coucou. Donc on teste sur button, on clique sur button et on se retrouve avec coucou. Et on n'a pas l'event. Souvenez-vous, dans la documentation, on nous parlait d'un event.target.tagname. Si j'enlève ici le paramètre que je lui ai passé, que je sauvegarde, je repasse ici, et je clique sur test button, et qu'est-ce qui se passe? Je reçois l'événement. Et l'événement clique. Avec tout ce qui me va bien, la target et ainsi de suite. Au passage, je vous l'ai pas dit, je vous mettrai le lien dans la description, mais vous avez un petit site qui s'appelle MDN, qui va lister, hop, tous les types d'événements qui sont possibles et imaginables. On en a vraiment pas mal, et on va en voir quelques-uns d'ici tout à l'heure. Mais vous avez cette possibilité là d'aller voir un petit peu ce qui se passe, par exemple au OnClick. Il y a souvent des exemples d'implémentation, et là on voit un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. On fait un query selector par exemple, le add event listener, la fonction qui prend le event, et ainsi de suite. Donc pas mal d'exemples, je vous laisserai ça dans la description de la vidéo, et vous pourrez regarder ça d'un petit peu plus près. Donc comme je vous le disais, on récupère bien un clic. Donc l'événement. Et ça, c'est dû au fait que lorsqu'on ne passe pas de paramètres, Vue.js va automatiquement greffer l'événement à notre fonction. Tandis que lorsqu'on revient à notre exemple en lui repassant notre petit coucou, et bien là, on se retrouve avec le coucou uniquement. Pour récupérer l'événement, ce qu'on va devoir faire, c'est lui dire « Donne-moi l'événement » et ensuite passe-moi le paramètre. Mais en Vue.js, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de mettre un $event. On lui dit « Passe-moi le $event dans ma fonction, plus mon paramètre ». Je valide. Je clique sur test. Et je récupère bien mon event. Et il ne reste plus qu'à récupérer notre paramètre secondaire. Hop. Je vais clear la console. On clique sur test button. Et j'ai bien l'événement en paramètre et le coucou en deuxième paramètre. Donc là, on nous donne un autre exemple. On nous parle des fat arrows. Alors, je vous en ai pas parlé parce que, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Ce serait un petit peu plus complexe pour moi en termes de compréhension
de dire qu'on a une fonction qui va récupérer l'événement classique de Vue.js, donc le $event, qui va exécuter une fonction qui est dans nos méthodes. Je trouve ça un petit peu trop verbeux à mon goût, et je vous déconseille vraiment d'utiliser ce type de syntaxe. Cela étant, c'est la raison pour laquelle il n'exécute pas en passant un $event ici, c'est puisque il le récupère de cette manière-là. Là, en revanche, on voit bien que le $event est utilisé, et d'ailleurs, il l'utilise en deuxième paramètre. Convention personnelle, je vous conseille plutôt d'utiliser cette méthode-là pour être toujours au clair avec vos déclarations de fonction. Le plus simple étant d'utiliser le $event en premier, et à chaque fois que vous avez une fonction qui traite un événement, vous savez toujours que votre événement arrive en premier. Fin de l'aparté. Donc je vous parlais de propagation, et là on nous donne un exemple. Et là on le voit ici directement, on voit qu'on a un event.preventDefault et un event.stopPropagation. Alors quelle est la différence entre les deux? Alors pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le stop et le prevent, la différence entre les deux, c'est que la méthode preventDefault, que l'action par défaut ne devrait pas être exécutée comme elle l'est normalement. Ce qui veut dire que, imaginons que nous ayons un button de type submit, et qu'au clic de ce button-là, on veuille éviter que la page se recharge, que l'exécution normale du HTML se fasse. Et bien c'est là qu'on rentre en jeu le event.preventDefault. C'est quelque chose qui est classique en JavaScript et qu'on a vu et revu. La différence avec le stop propagation, on nous dit que, et c'est appelé communément en anglais comme du bubbling, vous voyez ça comme des petites bulles. Des bulles qui remontent. Donc prenons l'exemple d'une modale. Vous avez des buttons auxquels vous avez greffé des événements clics. D'accord? À présent, vous avez également l'overlay qui est au fond, qui masque l'arrière-plan du site, et dans le même composant. Vous avez greffé un comportement dessus, clic, qui va faire en sorte que la modale se ferme quand vous cliquez dessus. Donc on écoute le clic sur l'élément parent, mais on écoute le clic également sur un élément enfant. Ce qu'on voudrait éviter comme comportement, c'est que quand on clique sur Remove, ou Reset pour reset les champs par exemple, qu'on se retrouve à avoir la modale qui se ferme. Mais donc on a une action différente à faire à ce moment-là. Ce serait dommage qu'en cliquant sur Reset mon formulaire, toute la modale se ferme. C'est comme ça que le bubbling fonctionne, c'est-à-dire que un événement est déclenché au moment du clic sur l'élément enfant. L'élément parent est au courant, donc on propage cet événement, donc la bulle remonte jusqu'au parent, puis jusqu'au parent, puis jusqu'au parent, jusqu'à arriver à l'élément qui écoute encore un clic et qui dit ah, on a cliqué sur un de mes enfants, je reçois l'information, je déclenche la fonction onClick. Donc c'est assez subtil, je vous le concède, mais il y a une différence entre les deux. Il y a une raison pour laquelle je vous parle de ça. On peut le faire comme on le fait couramment en JavaScript, de récupérer l'événement et de dire que event.preventDefault ou stop propagation. Maintenant, on a la possibilité, toujours avec des raccourcis, d'utiliser des .stop ou .prevent directement sur la déclaration de notre clic. Donc là, @click.stop pour éviter la propagation. Le @click.stop.prevent qui nous permet de chaîner. Et c'est là l'avantage d'utiliser ces petits modifiers, comme ils disent, c'est de pouvoir chaîner le stop et le prevent. Donc là, ici, fini les petites conditions qui font que si on a un événement, on fait un prevent default, on veut aussi faire un événement.stop propagation, etc. Là, on lui dit simplement, au clic, tu me stops la propagation et tu me prevent le comportement par défaut. Et tu me lances cette fonction. Je vous parlais de formulaire tout à l'heure. On avait un form. Donc là, on a un élément form. Et on va lui dire que à l'événement submit, en partant du principe qu'on a une input de type submit dans le formulaire, on fasse directement un prevent. Ça permettra de faire le traitement JavaScript et d'éviter que la page se recharge au clic du bouton sur le formulaire. Pour illustrer mon propos, on voudrait éviter d'avoir à relancer une fonction asynchrone ou un refresh de page uniquement parce que l'utilisateur a mal tapé une valeur, ici l'adresse mail, qu'on est capable de vérifier en temps réel. Là, avec un prevent, non seulement on évite le comportement par défaut, mais on peut greffer ce qu'on veut dans la fonction adéquate. Donc on voit qu'on en a quelques-uns qui sont intéressants. Je vous laisse parcourir la documentation et faire des petites recherches.
sur les événements qui vous intéressent. Donc on parlait de stop propagation par exemple, on a un self qui permet de déclencher uniquement si c'est bien cet élément-là qui a déclenché le clic. Donc ça pourrait être intéressant, ça pourrait être une alternative au stop et au prevent. Voilà, donc on passe un petit peu les exemples pour en arriver aux key modifiers. Alors, on a la possibilité d'écouter des événements du clavier. Donc là on voit hein, key up, enter par exemple, qui nous permet de dire ben à ce moment-là, on va déclencher un submit, donc la fonction submit. Même chose ici, on nous parle de page down, on nous donne des petits mots-clés, et là, effectivement, il y a déjà des petits raccourcis qui existent, hein, donc il suffit de chaîner le key up, par exemple, au enter, donc keyup.enter, keyup.tab, et ainsi de suite, pour écouter ce qui se passe au moment du clic au moment du relâchement, puisque key up du bouton enter, dans ce cas-là. Même chose, vous avez la possibilité de faire un key down. Je ne sais pas si on nous en parle dans la documentation. Alors non, on nous parle de page down. Donc là, on a une input avec une fonction submit. On va récupérer ça. Et on va lui dire que, hop, au submit, tu m'utilises la méthode, ma méthode. On va cacher ça ici. On n'a plus de paramètres. On retourne sur notre exemple. Et au key enter, on voit que à chaque fois que j'appuie sur entrée, on a notre événement. Donc comme je vous le disais, on a plus d'événements que ça, hein. Donc Enter, Tab, le delete, et ainsi de suite. On nous donne quelque chose encore qui est, selon moi, très peu utilisé. En tout cas, j'ai eu très peu à l'utiliser. Donc là, on voit un bon exemple, hein. On a un Alt-Enter ou un CTRL plus clic. Voilà, donc si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez aller regarder ce qui se passe dans ces fonctions-là, hein. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, tous les exemples sont disponibles sur la documentation dans la partie Event Handling. Vous regardez un petit peu plus bas et vous trouvez tout ce qu'il vous faut. Alors, il y a un autre type d'événement dont je voudrais vous parler, ce sont les événements de type mouse. On va revenir sur notre exemple de tout à l'heure, donc le button. Hop. Et il peut arriver que vous ayez besoin d'écouter et de faire un traitement particulier lorsque on passe sur la souris. Donc de la même manière qu'on avait donné l'exemple de Add Event Listener, donc là il faudrait vraiment écouter les événements de cette manière-là, on a aussi les raccourcis qui nous permettent de le faire en Vue.js. Donc là on fait un arrobase, mouse, et là merci l'autocomplétion. On a bien des mouse leave, mouse enter et ainsi de suite. Donc là on va aller sur le mouse over, on va lui dire déclenche-moi ma méthode pour aller au plus simple lorsque on fait un mouse over. On revient sur notre exemple, je vais hop, splitter l'écran et virer tout ça. Et là, on voit que je survole le button, ma fonction s'est déclenchée et j'ai bien mon événement. L'avantage, c'est que je peux, et là on va le mettre sur plusieurs lignes, hop, 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 lui dire que au mouse over, tu me fais ma méthode, mais je veux que tu le fasses également au mouse leave. On enregistre, et donc là, je clear pour être un petit peu plus concis, on survole mouse over, on quitte mouse leave. Donc ça, c'est les événements qui nous permettent de récupérer tranquillement tout ce qui se passe sur notre button. Donc j'étais un petit peu surpris de ne pas voir tout ça dans la documentation, donc même en recherchant directement ici, on voit qu'on a un mouse over qui n'est pas vraiment disponible. More over, donc rien à voir. Donc effectivement, c'est pas documenté. Alors, ça m'est déjà arrivé d'avoir à devoir l'utiliser dans certains cas, notamment sur Twitch quand on développait notre jeu Pokémon. Donc ce sont des fonctions qui sont assez pratiques et qui permettent également de ne pas avoir à redévelopper toute la logique JavaScript de base, qui est de toute façon un petit peu trop verbeuse à mon goût parfois. Donc ça peut peut-être vous être utile dans certains cas. On regarde rapidement d'autres événements qui pourraient nous intéresser. On a des événements de double-clic, des événements de drag, drag enter, drag leave, drag over, drag start. Voilà, donc tout ce qui a trait au drag and drop par exemple. On voit qu'il y a beaucoup de choses, hein. On voit que le resize, les scrolls, tout est disponible ici. Donc je vous laisse parcourir tout ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est les event handling. Donc tout ce qui nous permet d'affecter une fonction à un événement. Comment récupérer la valeur d'une input à chaque fois qu'elle change. Et également, et surtout, comment je vais pouvoir transmettre cette valeur-là à un élément parent. Mais ça,
Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Oh, et j'allais oublier, vous avez aussi la possibilité de faire un like que vous pouvez chaîner avec un subscribe qui déclenchera une fonction merci. À bientôt.